justement, alors quand même, justement, Corinne Lepage, puisque nous sommes aussi à quelques jours d'un rapport, nous avions annoncé que nous en parlerons, d'un pré-rapport sur le gaz de schiste, donc, qui sera remis à Nathalie Kosciusko-Morizet le 15 avril. Que faut-il dire et que faut-il penser de ce gaz de schiste qui, d'un côté, serait une espèce de manne, au fond, économique, d'une énergie de substitution, peut-être, pourquoi pas, par rapport au nucléaire, mais qu'en est-il également sur ces dangers? Un documentaire a fait sensation où l'on voit un monsieur ouvrir le robinet de son lavabo et du coup faire couler de l'eau, craquer une allumette et faire flamber cette eau qui brûle en même temps. C'est le lavabo gazinier. Voilà, ça fait partie de l'évolution technologique. alors ça c'est peut-être un progrès d'ailleurs du coup. Mais non, alors que faut-il en penser? Parce que là aussi, malgré tout, beaucoup d'observateurs pensent qu'il n'y a pas eu justement de débat public et d'information publique sur le gaz de schiste comme on le déplore sur le nucléaire. Corinne Lepage. C'est clair qu'il y a eu une tentative de passage en force, puisqu'il y a 3 autorisations qui ont été données en catimini, c'est le moins qu'on puisse le dire, en mars 2010. Qu'il y a toute une série de demandes dans le pipeline et que le tout représente plus de 10% du territoire français. Donc on ne parle pas de rien. Quand on dit permis de Montélimar, par exemple, c'est un permis d'exploration, pas d'exploitation, qui va de Privas, c'est-à-dire au nord de Montélimar, jusqu'au sud de Nîmes. Donc vous voyez à peu près le territoire qui est concerné. Il y a 5000 km² de concernés. Je rappelle que la France, c'est 551 000, donc c'est 1% du territoire sur ce permis-là. Et il y en a évidemment d'autres. Il y en a un dans celui dit de Château-Thierry qui couvre toute l'île de France, etc. Alors, essayons de bien poser le problème, si j'y arrive. Nous avons besoin d'énergie de transition, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire si nous voulons baisser notre part du nucléaire, si nous ne voulons pas augmenter de manière massive nos gaz à effet de serre en recourant au charbon ou au pétrole, si nous voulons aller vers les énergies renouvelables qui pourraient être 100% disons en 2050, on a bien une période intermédiaire et il faut faire quelque chose. Donc le gaz est une solution. À ceci près que tout est de savoir dans quelle proportion et comment on l'exploite. Alors, dans quelle proportion? Il faut bien voir, il faut rapprocher ça de ce qu'on a entendu juste avant ce débat sur le pétrole. C'est qu'aujourd'hui, on était parti sur l'idée que les énergies fossiles, grosso modo, il y en avait pour 30 à 40 ans. Et toute l'économie de rentabilité du renouvelable s'est faite sur cette idée. À ceci près que si vous introduisez le pétrole offshore, les gaz, les schistes bitumineux, qui tuent la forêt boréale d'une part et deuxièmement sont extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre, près de 30% de plus que du pétrole normal. Que vous ajoutez à ça les gaz issus le gaz de schiste, vous modifiez complètement l'équation économique de l'énergie. Et vous remettez sur la table pour 100 ans, grosso modo, de réserves fossiles. Ça veut dire que si on utilisait tout ça, on est fichu. C'est pas la peine d'investir ou de dire qu'on va investir dans le renouvelable. L'équation économique ne se fera pas. Voilà. Donc là, on a un problème de fond et qui est général. Alors, je veux bien que, dans l'idée d'un certain nombre de nos grands stratèges, ça a des avantages parce qu'évidemment, on se détache du Moyen-Orient et de tous les risques liés au Moyen-Orient, parce que vous avez ça au Canada, vous parce avez qu'on en ça a, tout simplement. Enfin, dans le on a les golfe réserves. de Guinée pour le pétrole, vous en avez au Nigeria, vous en avez au Venezuela. Ça apparaît comme une manne. Bon, effectivement. Alors, ceci étant, la deuxième question, c'est comment... Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même une question de fond. Deuxième question, comment on l'exploite? Alors, effectivement, la technique qui est utilisée, qui est une vieille technique, qui est celle de la fracturation hydraulique, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça consiste à quoi? Ça consiste à aller très profondément, de 1500 à 4000 mètres, grosso modo, pour fracturer ce qu'on appelle la roche-mère, de manière à récupérer les poches de gaz. À ceci près que pour y arriver, il faut des quantités d'eau immenses. Et deuxièmement, on introduit des centaines de produits chimiques qui sont des produits dits CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, même si c'est un secret défense pour savoir exactement quels sont les produits utilisés. Et ça, l'exemple américain le montre très très bien. Et les dossiers ne disent pas aujourd'hui les produits qu'ils utilisent. Moi, j'en ai vu, donc je peux vous le dire, c'est pas dedans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas des tubes complètement étanches pour aller chercher votre gaz, bien évidemment, les nappes sont polluées. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des émanations dans votre eau du robinet. Alors, aux États-Unis, où c'est très très largement utilisé, un certain nombre d'États sont sur les moratoires.
Le gouvernement fédéral vient de commander une étude d'impact à l'agence américaine de l'environnement sur 2 ans, pas sur 15 jours ou un mois, pour savoir quels sont effectivement les impacts environnementaux, parce qu'ils sont colossaux. Parce que donc vous avez le problème de l'utilisation du pompage de l'eau, vous avez le problème de la pollution de l'eau, vous avez le problème de la pollution de l'air, et un certain nombre d'agriculteurs américains se plaignent d'avoir leurs troupeaux qui sont décimés lorsqu'ils sont à proximité de l'exploitation de ces gaz de schiste. Autrement dit, nous, on n'est pas un pays de la taille des États-Unis. Je rappelais 551 000 km², tout compris. On ne peut pas se payer le luxe d'avoir des conflits d'eau considérables. Aller discuter avec les maïsiculteurs, Dieu sait que je ne défends pas l'irrigation, mais quand même, qui ont besoin d'eau pour l'agriculture. On va avoir des conflits d'eau considérables. On a déjà des problèmes avec nos nappes phréatiques. Et en plus, on va détruire des sites entiers. Donc on peut comprendre que les gens soient très opposés, d'autant plus que tout ça s'est fait, effectivement, en violation complète de toutes les règles habituelles d'information du public, de débat public, d'enquête publique, etc. C'est tout de même un peu à mettre à la défaveur de Jean-Louis Borloo. Hein. C'est Jean-Louis Borloo qui gérait ce dossier, et on lui reproche une très grande opacité. C'est Jean-Louis Borloo. Alors maintenant, il réclame une loi pour l'interdire. Très bien, dont acte, mais c'est quand même lui qui l'a fait. Quant à Madame Kosciusko-Morizet, c'est quand même elle qui a approuvé et mis sa signature sur la sortie tout aussi curieuse d'un nouveau code minier en janvier 2011, sorti en l'espace de 3 semaines, qui écrit noir sur blanc qu'il n'y aura pas d'enquête publique pour les recherches. Je ne parle pas des exploitations, pour les recherches. Or, la recherche, ça peut quand même durer 15 ans. C'est une autorisation de 5 ans, plus 5 ans, plus 5 ans. On ne paye pas 1 centime de redevance pour tout ce qu'on peut extraire pendant la période de recherche, et on a le droit d'utiliser la technique de fracturation. Donc il ne faut quand même pas non plus totalement prendre les Français pour des imbéciles. Bah écoutez, nous verrons aussi. Enfin, en tout cas, je crois qu'on a à peu près, on a saisi. Hein. Il faut rassurer, je pense, Corinne Lepage. Parfaitement saisi. Bon, alors on attend de toute façon, on va voir ce qui se passera à la fin de la semaine. Allez, dernière chose très vite avec vous, Corinne Lepage. Vous aviez présenté en janvier un rapport sur la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire. Oui. Rapport qui sera voté demain en commission. J'espère qu'il sera voté. Il est présenté en commission environnement demain. Bon, selon vous, si ce vote est positif, c'est un pas de plus vers la transparence en matière de santé publique ? Oui, parce que si vous voulez, en 2 mots, Monsieur Barroso, qui a à gérer un dossier extrêmement chaud, souhaite que les États membres puissent interdire la mise en culture des OGM. Simplement, la proposition qui a été faite par la Commission à la base est en fait une proposition très dangereuse pour les États membres, puisqu'elle ne leur donne aucun motif réel pour pouvoir interdire. On leur dit, vous pouvez interdire, sauf pour des questions d'environnement ou de santé. C'est-à-dire pour l'ordre public, la moralité publique, la culture, la religion, tout ce que vous voulez, ça ne tient pas la route un quart de seconde sur un plan juridique. Donc mon travail à moi a consisté à mettre des motifs dont j'espère qu'ils tiennent la route en face des raisons d'interdiction. Bien évidemment, mon projet est soutenu par mon groupe, par les Verts, par les socialistes. J'ai un point d'interrogation sur le PPE, c'est-à-dire groupe de droite, c'est-à-dire l'UMP, si vous voulez, pour la France, dont je saurai demain la position qui est la leur. Merci.